Vous avez déclaré ne pas croire en une démocratie européenne lors d'un débat en 2019 avec Jacques Attali. Vos propos étaient qu'une démocratie a du sens seulement si elle est représentée par une culture. Pourtant, on a des contre-exemples. Vous parliez des États-Unis, qui est un pays profondément multiculturel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, du coup, pourquoi est-ce qu'une démocratie devrait forcément découler d'une culture? Je pense que d'abord l'Europe doit être fidèle à son modèle. L'Europe, ça n'est pas justement les États-Unis d'Amérique. Il y a une civilisation européenne, je le disais à l'instant, qui est née de ces influences multiples. Mais cette civilisation, elle a donné naissance à plusieurs cultures. La première forme de la culture, c'est la langue. Et là, alors là, la coïncidence est parfaite parce que vous me permettez de me souvenir du 4e élément de définition de George Steiner, qui est justement la pluralité des langues. La langue de l'Europe, écrit Steiner, c'est la traduction. C'est-à-dire que nous sommes tous européens et nous avons en commun, évidemment, cet héritage partagé qu'on évoquait à l'instant, mais cette civilisation commune, elle a donné naissance à une pluralité de cultures, à une pluralité de langues, à une diversité de manières de construire nos institutions, nos constitutions, nos manières de faire de la politique, à une diversité de références historiques, une pluralité de tempéraments. C'est pas le cas aux États-Unis d'Amérique, évidemment que les États-Unis d'Amérique. L'Inde aussi, qui a plusieurs langues et pourtant est un seul et même pays. Oui, mais malgré tout, comme aux États-Unis, il y a plusieurs langues parlées, bien sûr, il y a des communautés latino, mais à la fin, le président des États-Unis d'Amérique, il parle anglais et tout le monde parle la même langue que lui. Je veux dire par là qu'il parle à tous dans cette même langue. La Constitution des États-Unis d'Amérique, elle n'est pas traduite en 27 langues. Elle est écrite en anglais. Et il y a évidemment une diversité de tempéraments, une diversité de cultures. Si on voulait descendre dans la granularité, on pourrait dire aussi qu'il y a une évidente diversité entre entre les Bretons et les Corses, entre les Parisiens et les Lyonnais, par exemple. Bon, voilà, c'est une certitude que nous touchons tous du doigt. Malgré tout, il n'en reste pas moins que la France est construite, et singulièrement la France d'ailleurs, autour de sa langue. Et que quand le président de la République nous parle, eh bien, nous parlons tous la même langue. Moi, je ne vois pas comment demain, et je le dis comme député au Parlement européen, je ne vois pas comment demain on aurait un débat politique, un débat par exemple comme celui qui va s'engager pour l'élection présidentielle, à travers cette diversité des cultures européennes, à travers cette diversité par exemple des langues européennes. Au Parlement européen, si vous voulez, on vit ce que dit Steiner. La langue de l'Europe, c'est l'interprétation. Donc vous faites un discours au Parlement, voilà, comme Mme von der Leyen, et vous vous distinguez peut-être derrière elle les gens qui portent des casques, qui sont généralement les Français parce qu'ils ne comprennent pas l'anglais, à la différence de beaucoup d'autres de nos collègues des pays européens. Mais de fait, d'ailleurs, le fait qu'on parle tous anglais pour se comprendre est un signe d'appauvrissement européen, puisque la vérité, c'est que chacun doit pouvoir parler sa langue et que tout est interprété. Et donc, vous écoutez dans votre langue celui qui parle dans la sienne. Mais on voit très bien que ça crée un débat qui est totalement différent. C'est un débat qui n'a rien à voir avec celui qu'on peut vivre à l'Assemblée nationale ou au Sénat, qui n'a pas du tout le même type de réactivité, de sensibilité, de vivacité. Il y a un dialogue, mais ce dialogue est d'une autre nature que celui qu'on pourrait avoir en parlant chacun la même langue. Le Parlement européen, par exemple, c'est l'endroit où on rit le plus... On m'avait dit ça en arrivant. C'est l'endroit où on rit le plus longtemps d'une même blague. Parce que quand quelqu'un fait une blague, en fait, donc l'interprétation, ça marche comme ça. Vous avez une traduction, je sais pas, vous avez des interprètes, mais il n'y a pas un interprète qui fasse nécessairement polonais vers le portugais. Ça n'existe pas toujours. En fait, ce qui se passe, c'est que l'interprète qui traduit du polonais traduit en anglais, et l'interprète qui traduit ensuite en portugais récupère l'anglais pour traduire en portugais. Donc, quelqu'un fait une blague, tous ceux qui parlent sa langue le comprennent. Ensuite, tous ceux qui écoutent en anglais ou dans une des langues pivots le comprennent 20 secondes après et rient. Et ensuite, tous ceux qui écoutent dans la dernière langue de réception, ils rient 1 minute après. On m'avait dit ça en arrivant au début de mon mandat, ça ne s'est jamais produit, je crois que j'ai jamais entendu une blague au Parlement européen. Mais pour cette raison-là, en fait, c'est que c'est beaucoup plus compliqué. Et en fait, c'est ça qui fait en même temps la beauté de l'Europe, c'est qu'on voit très bien qu'on arrive au Parlement européen, on vit ensemble, on travaille ensemble, on coopère tous les jours, on finit par très bien se connaître, et pourtant, on reste chacun des représentants de nos propres pays, dans tous les sens du terme. Et je veux dire par là qu'il y a évidemment des traits de caractère nationaux qu'on ne change pas, et qui sont d'ailleurs extraordinairement fascinants à observer.
Dans le rapport d'ailleurs aux questions proprement politiques et stratégiques, c'est une évidence. Les Allemands n'ont pas la même manière de penser, par exemple, la question de l'armée, de la défense, que les Français. Et quand nous disons il faut faire une défense européenne, en réalité, les Allemands ne disent pas du tout la même chose quand ils parlent de défense que ce que nous décrivons Français. Quand on parle de dette, les Allemands ne comprennent pas du tout de la même manière la dette publique que nous, Français. Pour les Allemands, la dette publique, c'est un scandale moral. Pour nous, c'est un fonctionnement normal. Donc et c'est ça qui est beau dans l'Europe. On ne se change pas. Et il ne faut surtout pas se changer. La devise de l'Europe, c'est unis dans la diversité. La devise des États-Unis d'Amérique, c'est E pluribus unum, c'est-à-dire à partir de plusieurs, faire un. La devise de l'Europe, c'est un dans la diversité. Cette dimension-là, elle est fondamentale. Il faut que l'Europe se respecte elle-même, c'est-à-dire il faut qu'elle respecte son propre modèle. On n'est pas la Chine, on n'est pas les États-Unis d'Amérique, on a un modèle à inventer qui est celui d'une alliance de démocratie nationale qui se renforce les unes les autres, mais qui restent ce qu'elles sont, et on le voit y compris dans des choses toutes simples, à la cantine au Parlement européen. Mais c'est un symptôme, venez à Strasbourg, à Bruxelles, on sera très heureux de vous accueillir, mais vous allez tout de suite voir qu'on reste évidemment représentants de nos pays. À la cantine au Parlement européen, à 11h30, vous avez les Allemands qui finissent à 12h30, heure à laquelle arrivent les Français qui repartent à 16h, et qui croisent les Espagnols qui arrivent à 15h et qui partent à 17h. Mais c'est ça qui est, encore une fois, magnifique, ça fait la saveur de l'Europe, et il ne faudrait surtout pas perdre ça. Mais de ce fait, pourquoi êtes-vous député européen si vous ne croyez pas en une démocratie européenne? Non, mais je crois que l'Europe peut être un espace démocratique, et je crois qu'elle est d'ailleurs un espace démocratique, et je pense qu'on a, et je n'hésite pas du tout à le dire, on a besoin de cette coopération européenne pour pouvoir renforcer nos démocraties, parce qu'on vit dans un monde dans lequel, évidemment, des enjeux d'échelle sont devant nous. Si on veut pouvoir, par exemple, reconstruire notre autonomie stratégique dans des filières industrielles cruciales, on y travaillait aujourd'hui avec des élus et des entreprises de la région. On a rencontré une très belle entreprise de chimie française, mais il est très clair que si on veut, par exemple, être de nouveau capable de produire assez de batteries en Europe pour pouvoir électrifier le parc automobile, on ne va pas faire ça tout seul, français, avec nos petits bras. On a besoin de le faire avec nos amis européens. Et construire des batteries, c'est un enjeu majeur de souveraineté, c'est un enjeu démocratique. Parce que si on est contraint d'importer des batteries, par exemple, de l'Asie ou de la Chine, qui seraient les seules à les produire pour nous, tôt ou tard, notre dépendance industrielle deviendra un problème politique, un problème de souveraineté politique. Donc on a besoin, pour nos démocraties, que l'Europe soit cet espace où elles se renforceront. En revanche, je ne crois pas qu'il y aura demain une démocratie européenne. Et moi, je ne suis pas, pour répondre à votre question, je ne suis pas député européen parce que je représente les Européens en général. J'ai été élu par les Français au Parlement européen et je suis député français au Parlement européen. Je représente les électeurs français et je crois que c'est très bien comme ça. Les députés allemands représentent les électeurs allemands et l'Europe se construit par le dialogue entre des élus qui viennent de tous les pays et qui représentent chacun leur pays. Et c'est d'ailleurs souvent un peu une fragilité de la France qu'on est parfois un peu, nous les seuls, les Français, à croire qu'on représente les Européens quand tous les autres savent très bien qu'ils représentent leur propre pays. Moi, je ne reproche pas à l'Allemagne de faire valoir ses priorités dans le débat européen. Je ne reproche pas à la Pologne de faire valoir ses priorités dans le débat européen. Ce qui est un peu dommage, en revanche, c'est que nous, les Français, on ne sache pas toujours dire que nous aussi, on a parfois des sujets à défendre et qu'il faut pouvoir les faire comprendre dans ce lieu de dialogue fondamental qu'est le Parlement aujourd'hui.